Je suis maître Eloy Koupa, je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete et je suis aussi politique. Voilà, je suis le secrétaire général de l'Alliance pour les actions de développement du Congo, AADC en sigle. Voilà. Voilà, maître, pourriez-vous nous expliquer brièvement par rapport au statut de fonctionnement des magistrats qui peut condamner ou infliger une quelconque sanction à un magistrat? Oui, il y a l'organe que nous appelons au Conseil supérieur de la magistrature. C'est cet organe qui est habilité à condamner s'il faut, s'il y a de vices de procédure, s'il y a des choses qui ne cadrent pas avec la loi, ou bien des arrestations arbitraires autres. C'est cet organe, bien structure au Conseil de la magistrature, dans la République démocratique du Congo, qui est habilité à le faire. Voilà. Voilà. Relativement à l'indépendance de la magistrature, aujourd'hui nous parlons d'une nouvelle loi qui fait de ces corps de magistrats indépendants face au ministre de la Justice. Qu'est-ce qui régit dans l'ancienne loi concernant l'indépendance de la magistrature? Bon, en fait, il y a beaucoup de l'incompréhension dans notre pays parce que je constate que trop de lois tuent la loi. Et cette indépendance n'est pas totale. Donc ça ne veut pas dire que le magistrat peut tout faire selon bon lui semble. Il le fait selon les règles édictées par la loi. Ils ne peuvent pas aller en marge de la loi. Ils doivent rester dans la loi et respecter la loi. Au cas où cette loi n'est pas respectée, il y a l'organe qui réglemente ce que je viens de vous dire ici. Et donc c'est comme ça qu'ils doivent se référer. Donc lorsqu'on parle de l'indépendance de la magistrat ou bien de magistrature, ce n'est pas une libertinage où un magistrat peut faire, il se lève un bon matin, il voit quelqu'un en cours de route, il l'arrête. Non, c'est pas comme ça. Donc la Constitution nous donne la modalité d'arrestation. Donc la personne qui doit être arrêtée plutôt, doit connaître les motifs de son arrestation. Si la personne ne connaît pas ce motif de son arrestation, en tout cas, on ne peut pas l'arrêter non plus. Si on l'arrête, on a violé la loi, donc ça doit être... c'est poursuivable, c'est condamnable, ce genre de pratique. Hiérarchiquement, à qui doit la soumission des magistrats? Vous avez parlé de la hiérarchie, donc il le doit à sa hiérarchie. Donc nous avons dans le Haut Conseil de la magistrature, nous avons le président de la Cour constitutionnelle, nous avons le procureur général de la République, nous avons le procureur près la Cour constitutionnelle et autres. Ce sont eux qui composent, il y a le secrétariat général. Et c'est cet ensemble-là qui réglemente un peu les fonctionnements, les comportements sur le terrain de magistrature. Mais tout ce monde-là dépend du ministère de la Justice. Et comme le ministère de la Justice dépend du président de la République qui est le magistrat suprême. Voilà un peu tout ce que je peux vous dire par rapport à ça. Donc il faut le respect de cet échelon-là. La mère de tout ce monde-là, c'est la Constitution. C'est la Constitution qui nous régit, c'est la Constitution qui nous donne la forme et le comportement qu'un juge, un magistrat, un avocat, un ministre doit se comporter d'une manière ou d'une autre. Voilà. Quand est-ce que le ministre de la Justice peut intervenir pour infliger une quelconque sanction, soit interpeller un magistrat? Pas infliger une sanction, mais peut recommander à ce que tel ou tel magistrat, en fait, je parle de la magistrature, il y a le magistrat debout et le magistrat assis. Donc le magistrat debout, c'est le ministère public. Hein, donc le procureur général, les magistrats comme on les appelle. Le magistrat assis, ce sont les juges. Les juges. Le ministre peut intimer l'ordre s'il voit qu'il y a des bavures, parce que c'est lui le patron de la justice. Donc on lui doit quand même ce respect-là dans ses attributions.
il a le pouvoir d'agir, et peut-être pas directement, mais indirectement, mais il en a le pouvoir. Parce que si le ministre donne l'ordre au procureur général de poursuivre tel ou tel, et c'est dans ses attributions. Donc il a le pouvoir d'agir, il a le pouvoir d'intimer l'ordre de faire. Alors interpeller, en fait, je ne sais pas, vous voyez, j'ai toujours dit, notre langue française nous complique beaucoup. Interpeller, ça peut être défini comme une invitation aussi. Donc, c'est comme nous voyons au Parlement, lorsqu'on dit un député a interpellé un ministre, on ne dit pas que le député est le patron du ministre. Donc, le ministre ne dépend pas des députés. Mais vous allez voir que le ministre est convoqué par un député, par une motion de censure, motion incidentelle, ça dépend de motion qu'on va soulever. Mais le ministre vient répondre pourquoi? Parce que la loi a demandé à ce que le député est là pour contrôler les actions du gouvernement. Mais on ne dit pas que le député est le patron du gouvernement. Ça ne s'est jamais dit comme ça. Mais vous allez voir que dans ses attributions, le député peut interpeller un ministre. Alors, il ne dépend pas de ce ministre, de ce député-là directement, mais selon la Constitution, il est obligé de le faire. La même chose avec le ministre de la Justice. Pourquoi il est le ministre de la Justice? C'est dans ses attributions de contrôler les actions de ces magistrats, donc le maître des actions publiques. Donc, il est là pour voir comment on a rendu des jugements, et dans quelle forme on a rendu ce jugement-là. Il est là pour garantir le bon fonctionnement de la justice, parce que c'est auprès de lui qu'on doit demander des comptes. Alors si ça ne marche pas, on dit le ministère de la Justice ou bien le ministre de la Justice a échoué, donc il est dans son pouvoir d'agir. Voilà. Prenons les cas, par exemple, du procureur général pour la Cour de cassation, parce que celui-ci, par rapport à sa position, apparaît hiérarchiquement élevé. Au cas où il y a délit de ces derniers, qui peut, comme vous le dites, l'interpeller ou les convoquer? Bon, j'aimerais qu'on comprenne, parce que vous savez, comme je l'ai dit, dans notre pays, trop de lois tuent la loi, et le ministre de la Justice, c'est lui le patron de la justice. À moins qu'on lui attribue autre fonction, ou bien autre tâche. Il est le patron, il veille au bon fonctionnement de la justice. Il peut aller en prison, voir ce qui se passe en prison. C'est dans son pouvoir, on ne peut pas le lui interdire. Il peut aller auprès du magistrat pour voir ce que le magistrat est en train de faire. Alors, si un magistrat viole la loi, c'est lui qui doit les réglementer, c'est lui qui doit les corriger. Je l'ai dit, ça peut être direct ou bien indirect. C'est là où il y a le bas blesse. On dit, bon, le ministre agit, il ne devait pas agir, mais il agit toujours. Même par l'entremise au Conseil supérieur de la magistrature, il agit toujours, même indirectement. Nous avons vu ici, dans notre pays, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait arrêté un policier, roulage, en train de rançonner la population, tracasser les chauffeurs. Mais le chef de l'État n'était pas content. Est-ce qu'il est dans les attributions du chef de l'État? On dit oui, il est le garant de bon fonctionnement. Quand il trouve que ça ne va pas, c'est à lui d'agir, c'est à lui de redresser les choses. Il ne faudra pas qu'on commence à mener trop d'histoires pour embrouiller les ministres. C'est dans ses prérogatives. Et attention, le ministre est avocat. Il ne faut pas qu'on le considère comme quelqu'un parvenu. C'est un avocat. Et il a eu à passer son temps sur le banc de l'école, bien à l'université. Il maîtrise bien les droits. D'abord en tant que juriste et avocat, et aussi en tant que ministre de la Justice et garde des Sceaux. Donc, il ne faudra pas qu'on jette le dévolu sur lui, comme s'il a violé. S'il a violé, c'est où? On a montré quelles dispositions qu'il a eu à violer en interpellant un magistrat. Et il ne faudra pas que les magistrats se promènent en électron libre. Ils doivent savoir qu'il y a quelque part l'inconvénient par rapport à ce qu'il a fait. Similairement à l'exemple que vous venez de donner, est-ce qu'après un procès ou une condamnation, est-ce que le ministre aussi peut émettre un avis contraire à l'issue
d'un procès suite à une condamnation? Alors, le fonctionnement de cet appareil judiciaire, c'est dit que lorsque quelqu'un est interpellé par la police et transféré au parquet, le parquet doit instruire à charge ou en décharge, ça va dépendre. Une fois les dossiers fixés au tribunal, c'est le juge qui doit dire les droits. Une fois dit les droits, on doit voir la conformité dans laquelle on a dit ces droits. Il y a un délai légal qui demande à ce que lorsque la personne n'est pas contente de la décision, il peut aller en appel. Et il y a aussi la cassation, ainsi de suite. Et au-delà de ça, lorsqu'on trouve qu'il y a l'injustice dans le traitement de jugement, ou bien les juges avaient le penchant, ou bien le juge a été corrompu, qu'est-ce qui s'est fait? On saisit les ministres de la Justice pour qu'on revoie les jugements. Alors lorsqu'on saisit, le ministre de la Justice va répondre. Il va répondre aux autorités de la justice, donc au Conseil supérieur de la magistrature, pour revoir les cas de tels compatriotes congolais. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On peut dire, bon, comme cela n'était pas bien jugé ici, on sous-attend qu'il y a eu trop de corruption. La personne qui réside à Kinshasa a vraiment des infinités, des ramifications avec les juges. On peut envoyer ces dossiers en Mbandaka, par exemple. Donc, vous voyez, c'est dans cette chaîne-là, mais c'est le ministre qui contrôle. Bien qu'il ne le fait pas, je peux donner un exemple. Nous sommes dans une famille, papa est le chef de la famille, et la maman, c'est la chef, ou bien de punir un enfant, ou bien voir telle ou telle chose n'était pas bien fait, ou bien maman a puni un enfant, et on arrive au niveau de papa, et papa comme maître suprême peut dire non, mais la façon dont vous avez traité l'enfant n'était pas bien, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'alléger un peu tout ça? Mais c'est papa qui agit toujours. Papa peut le faire directement ou bien indirectement. On a donné par élégance. Par élégance. On a fait, en fait, vous voyez, dans notre pays, il y a trop de vocabulaire hein, lorsqu'on est fautif. Soit ce sont des règlements de comptes, non, c'est un dossier politique, je ne sais pas. Alors, les gens ont toujours tendance à parler des dossiers politiques. Il faut savoir d'abord définir la politique. C'est la politique... on l'a défini au féminin ou bien au masculin. Alors si la politique d'abord au féminin, il faut comprendre que c'est un art de gérer la cité. Donc c'est une science aussi. La science est intelligible. Il faut comprendre que vous ne pouvez pas attribuer des charges comme ça trop lourdes à un ministre d'État. Donc, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, de dire que c'est un acharnement contre qui et pourquoi? Contre quelle personne? Contre quelle personne exactement? Est-ce que Moutamba a eu des problèmes? A-t-il eu des problèmes dans le passé avec quelqu'un maintenant, il veut régler des comptes? Non, on ne sait pas, on ne connaît pas. Si la personne n'a qu'à se manifester, je pense que ce sont des gens qui étaient habitués dans des fraudes, à la corruption, qui... voulaient s'enrichir plus que la République. Les gens qu'on voyait avec de belles jeeps, mais vous regardez ceux qui gagnent à la fin du mois, donc c'est le jour et la nuit. Ils étaient habitués avec beaucoup de concubines. Maintenant, ils trouvent qu'ils sont coincés. Alors, il faut chercher comment jeter des pots de bananes sur la route du ministre, notre ministre. Alors, je vous dirais que moi, j'ai mes deux ministres préférés. Il s'agit du ministre de la Justice, Constant Moutamba, et le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Ce sont des gens que je vois sur le terrain en train de travailler. Alors, ce n'est pas une discrimination. Les autres travaillent, mais ce qui est palpable, c'est ce que je suis en train de parler. Voilà, nous allons finir avec ce point, parlons sécurité. Et s'il faut déplacer ou mettre votre avis concernant la sécurité actuelle dans notre pays, parce que ce sujet fait vraiment couler beaucoup d'encre de salé. D'autres parlent de la balkanisation, d'autres parlent des négociations ou d'aller en dialogue, d'autres parleraient de faire la guerre contre les ennemis qui sont déjà connus. Et vous, étant que politique d'abord, s'il faut déplacer un mot concernant la sécurité actuelle de notre pays. Il est impérieux de vivre dans la paix.
On dit dans la Bible, mieux vaut vivre dans une maison avec un pain sec que de vivre dans une maison d'abondance mais sans la paix. Je crois que la paix vaut tout. La guerre, c'est pas une bonne chose, mais parfois il faut le faire. Pourquoi? Parce que on dit si nous voulons avoir la paix, que nous devons nous préparer à la guerre. Parce que le Congo est envié à travers le monde. Nous sommes seuls contre tous. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe à travers le monde. Nous avons quand même la chance de voyager, voir tous ces pays-là. Nos frères qui sont ailleurs souffrent. Ils veulent vraiment rentrer chez nous. Mais il n'y a pas la paix chez nous, il n'y a que la guerre, on coupe, on décapite, ainsi de suite. Nous devons tout faire pour mettre fin à cela. Nous devons nous préparer, nous devons nous armer. Dans la Bible, on parle de l'armée céleste. Pourquoi Dieu avait préparé une armée céleste? C'était pour prévenir contre les détracteurs, contre les vautours, les gens qui viennent que pour piller et voler. Je crois que il est bien de conseiller aux autorités de tout faire, de tout mettre en œuvre pour que nous ayons une armée forte pour défendre notre intégrité territoriale. On ne peut pas croiser les bras, sinon on marchera sur nous et on va violer nos sœurs et frères, nos mamans, nos femmes. On va couper nos enfants sous notre yeux et sans rien faire. Nous devons nous préparer. Moi, je pense que je suis de ceux-là qui encourageraient au chef de l'État de donner l'ordre à tout jeune, avant d'aller à l'université, d'aller se faire former, comme on le fait aux États-Unis, des Marines. Ils sont vraiment formés par l'armée, c'est-à-dire qu'il faut que tous les Congolais apprennent à manier les armes. Je crois que ça va mettre les ennemis hors d'état de nuire. Je suis de ceux-là qui encourageraient la formation, vraiment une bonne formation de l'armée. Et lorsque je parle de l'armée, je dois interpeller aussi le député et le ministre. Je ne peux pas comprendre que les députés touchent beaucoup d'argent et les ministres touchent beaucoup d'argent et pas nos militaires. J'aimerais que nos militaires et nos enseignants puissent commencer à toucher beaucoup d'argent parce que les enseignants donnent un sens à nos enfants, le goût de vivre sur cette terre. Les militaires sont là pour défendre notre intégrité, pour que nous puissions marcher, danser, manger. Il faut que le pays soit en paix. Je crois que si on met l'accent sur ces deux personnes, donc nous aurons une république forte. Voilà, merci beaucoup Maître Eloy Kouba. Pour finir, vous êtes secrétaire général d'un parti politique, membre de l'Union Sacrée. Aujourd'hui, pour finir, quelle est la santé d'abord de l'Union Sacrée et de votre parti? Bon, ça fait mal au cœur. Je l'ai toujours dit que beaucoup de gens qui viennent en politique, qui viennent pour leur ventre. Et c'est pourquoi vous verrez que on veut toujours tout faire pour écraser les autres afin qu'ils puissent se mettre. Et lorsqu'on va vous laisser la place, vous ne saurez pas bien gérer la chose. La République est pour nous tous, mais on trouve qu'il y a certains individus qui veulent s'accaparer de la République, ce qui n'est pas bien. Je suis de ceux-là qui prônent l'unité nationale, qui demandent aux politiciens de se mettre autour pour trouver des solutions liées à notre pays. L'Union Sacrée, c'est une vision du chef de l'État, mais les animateurs de cette vision-là, ce sont eux qui posent problème. Ils n'ont pas saisi la quintessence de cette vision du chef de l'État. Jusqu'à présent, preuve du contraire, parce que vous allez voir que l'Union Sacrée n'a pas un bon bureau. N'a pas un bon bureau. Donc, c'est vraiment absurde, ça n'a pas un sens. Au-delà de ça, nous avons eu des revendications. Moi, je parle des cas de ARDC, Alliance pour les actions de développement du Congo, parti chère à Madame Adel Kabena. Nous sommes allés aux élections, mais nous étions déçus parce qu'on nous avait volé nos voix. Ça a été fait expressément. On ne peut pas comprendre. J'accepte les 191 000 qu'on nous avait attribués, bien que ce n'était pas ça. Mais sur les 191 000 voix, on nous donne qu'un seul député national. Et cependant, d'autres partis à côté ont fait le même voix que nous,
ont eu plus de députés. Il y a eu vraiment de l'injustice. Quels que soient les calculs qu'on peut nous donner, on ne comprendra pas que nous n'avons même pas un huissier. Comprenez, hein? Parce que ce n'est pas ce que les partis donnent, même pas un huissier. On comprend qu'il y a eu de l'injustice. Et l'Union sacrée, nous avons décrié, l'Union sacrée n'a jamais répondu à notre revendication. Nous avons écrit à l'Union sacrée, ils n'ont jamais répondu. Alors, en quoi nous sommes l'Union sacrée? L'Union sacrée qui regarde que ses ventres, en fait, je n'arrive même pas à comprendre même l'Union sacrée, c'est quoi. Mais c'est une vision du chef de l'État, mais les gens qui viennent dans cette vision-là, ils viennent pour leur intérêt égoïste. Jusqu'aujourd'hui, le cas de AADC a fait, sans, en fait, j'accepte ce qu'on nous a attribué, 191 000 voix. Mais on nous donne un seul député. Un seul député, c'est fini. Nous n'avons même pas, et à Mboujima, nous avons eu des députés provinciaux. On devait avoir, on avait droit à des postes ministériels provinciaux. On ne nous a même pas donné même un conseiller. Donc vous comprenez que partout où nous sommes passés, on fait que nous casser expressement. Donc un individu est là à côté pour dire non à ADC vraiment jusqu'à ce que je vais les humilier. Imaginez comment on peut gérer une république comme ça. Ça, vraiment, je n'ai jamais dit, hein, c'est aujourd'hui, au travers de votre micro, que je viens de parler, que nous sommes déçus de voir que nous avons accompagné notre chef de l'État, nous lui avons fait confiance, mais les gens qui sont avec le chef de l'État ne lui rendent pas un bon service. Je demanderai à ce que les chefs puissent ouvrir l'œil. Ils puissent ouvrir l'œil. Je demande à toutes les autorités de voir un peu le cas de ADC, parce qu'aujourd'hui, on a tout fait pour que Massine Manimba, nous ne puissions pas, et Yakoma, nous ne puissions pas nous retrouver parce que nous avons des candidats très forts là-bas. Alors pour ceci, je demanderai à notre chef de l'État en tant que garant, je sais qu'il a beaucoup de choses qu'il doit gérer, mais qu'il regarde un peu comment on peut vraiment manquer même un conseiller. Même un conseiller. Donc on est comme ça. On est comme ça. Ce n'est pas juste. Ça montre qu'il y a une maladie. C'est comme ça que ça a affecté notre parti. Ça, c'est la vérité. Beaucoup de nos candidats qui ont fait beaucoup de voix, vous allez comprendre que, imaginez à Luisa, quelqu'un a fait 10 000 voix. 10 000 voix, il ne passe pas. Mais celui qui a eu 2 000 voix passe. Vous ne trouvez pas que ce n'est pas normal? Comment on peut justifier ça? Et on dit même pas mot. Alors, notre autorité morale a demandé à ce qu'on n'aille pas à la Cour constitutionnelle. Donc, nous sommes restés comme ça. Mais pour qu'on voie de l'autre côté la bonne foi de nous appeler, bon, vous êtes déçus, vous êtes nos enfants, vous avez quand même fait un effort. Un parti qui vient à peine de naître, qui a au moins 2 ans d'existence, mais regardez ce que vous avez fait. Nous avons bâti record pour nous aligner nos candidats jusqu'à faire 400 et quelques candidats députés nationaux et 400 et quelques candidats députés provinciaux. Mais ce n'était pas une mince affaire à travers la République. Mais pour maintenant gérer, on dit bon, vous restez là-bas parce que vous ne pouvez pas siéger là où nous siégeons pour ça. C'est de l'injustice. Je trouve que l'Union sacrée doit revoir son comportement. Et en fait, je parle des animateurs parce que l'Union sacrée, c'est chef de l'État, mais ces animateurs doivent quand même se contrôler très bien. Voilà. Merci beaucoup, Maître Eloy. C'est moi qui vous remercie pour ce temps que vous êtes venu me surprendre à la maison. En tout cas, ma maison vous souhaite la bienvenue. Et à chaque fois que vous avez quelque chose, n'hésitez pas. Donc, c'est votre maison. Chez nous, on dit la maison qui n'accueille pas, c'est une maison qui n'a pas de bénédiction. Lorsque vous venez comme ça, vous me laissez des bénédictions, je suis plus béni que vous-même. Voilà. Merci beaucoup. Merci.